Des livres et vous, c'est le podcast des ambassadrices et des ambassadeurs du CDI pour des lectures qui rendent libres. Retrouvez-nous régulièrement pour écouter des extraits de livres que nous aimons et que nous tenons à partager avec vous. Réclamée depuis longtemps, une soirée au CDI a enfin vu le jour. En voici un léger florilège pris sur le vif. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la soirée littéraire préparée par les ambassadeurs du CDI. Au programme, en première heure, lectures effrayantes, Bookface, atelier marque-page, détournement de couverture, j'ai dit ouais, atelier d'écriture, atelier préparatoire de lecture à voix haute, pause gourmande. En deuxième heure, lecture à voix haute, lecture des nouvelles par les lauréats du concours 2026, lecture des textes écrits en atelier d'écriture et un petit blind test spécial littérature. Nul ne sait où les pieds conduisent la tête. C'est Antoinette, ma grand-mère, sur le pas de la porte. Oui, je sais. J'ai toujours su. Même si je sais que l'on ne peut pas tout prévoir, j'ai tout planifié de sorte à trouver le trésor. Mon premier trésor. La chasse au trésor a toujours été ma passion. Plus, ma vie. Quand mes cousins venaient, mes parents me préparaient une grande chasse dans le bois d'à côté de ma maison. C'était alors moi qui prenais la tête des opérations. Oracle. Je sais que Phénix est un nom étrange, mais c'est ainsi que mes parents m'ont nommé. Et mes amis m'appellent Fumsec. Mardi 8 février 2056, 7h20, Paris, 14e arrondissement. Phénix, dépêche-toi de te lever ou tu seras encore en retard à l'école. Pas grave, tenant compte de la pandémie. Mais de quoi tu parles? Tu sais, la nouvelle épidémie en Nouvelle-Zélande, la fièvre, la bactérie inconnue qui résiste aux antibiotiques. Ou peut-être que c'était dans mon rêve. La marche du passé. C'était un soir d'hiver. Les flocons de neige s'amoncelaient en silence sur la route. Mes chaussures écrasaient le sol à mesure que j'avançais. La nuit tombait. J'étais suivi, je le savais. Marcher, marcher encore, accélérer, courir s'il le faut. Survivre. À quoi? Pas le temps d'y penser. Marcher, marcher, courir. Un éclair de lumière aveugla mes yeux. Les lampadaires s'étaient mis en marche, avalant voracement l'obscurité environnante. L'éclairage se reflétait sur la glace au sol, faisant miroiter et scintiller la rue, comme si des milliers d'yeux étaient braqués sur moi. Sans réfléchir, mes jambes décidèrent de mes mouvements. Droite, gauche, gauche. Je n'arrivais pas à m'ôter la présence inquiétante et étouffante derrière moi. C'est l'histoire d'un gentleman anglais. Oh, c'est un roman. Il a un majordome. Non, je sais. Le tour du monde en 4 jours. c'est trop facile. Pour continuer de nous intéresser aux livres, Léo, ambassadeur du CDI et élève de première, propose sa lecture de la préface de Une petite robe de fête de Christian Bobin aux éditions Gallimard. Au début, on ne lit pas. Au lever de la vie, à l'aurore des yeux, on avale la vie par la bouche, par les mains, mais on ne tâche pas encore ses yeux avec de l'encre. Au principe de la vie, aux sources premières, au ruisselet de l'enfance, on ne lit pas, on n'a pas l'idée de lire, de claquer derrière soi la page d'un livre, la porte d'une phrase. Non, c'est plus simple au début, plus fou peut-être. On est séparé de rien, par rien, on est dans un continent sans vraie limite, et ce continent c'est vous, soi-même. Au début, il y a les terres immenses du jeu, les grandes prairies de l'invention, les fleuves des premiers pas, et partout alentour, l'océan de la mer, les vagues battantes de la voix maternelle. Tout cela, c'est vous, sans rupture, sans déchirure. Un espace infini, aisément mesurable. Pas de livre là-dedans. Pas de place pour une lecture, pour le deuil émerveillé de lire. D'ailleurs, les enfants ne supportent pas de voir la mère en train de lire. Ils lui arrachent le livre des mains, réclament une présence entière, et non pas cette présence incertaine, corrompue par le songe. La lecture entre bien plus tard dans l'enfance. Il faut d'abord apprendre, et c'est comme une souffrance, les premiers temps de l'exil. On apprend sa solitude lettre après lettre, le doigt sur le cœur, soulignant chaque voyelle du sang rouge.
Les parents sont contents de vous voir lire, apprendre, souffrir. Ils ont toujours secrètement peur que leur enfant ne soit pas comme les autres, qu'il n'arrive pas à avaler l'alphabet, à le déglutir dans des phrases bien assises, bien droites, bien mâchées. C'est un mystère, la lecture. Comment on y parvient, on ne sait pas. Les méthodes sont ce qu'elles sont, sans importance. Un jour, on reconnaît le mot sur la page, on le dit à voix haute, et c'est un bout de Dieu qui s'en va. Une première fracture du paradis. On continue avec le mot suivant, et l'univers qui faisait un tout ne fait plus rien que des phrases, des terres perdues dans le blanc de la page. On est à l'école, on fait son métier d'enfant. Il y a, c'est vrai, un grand bonheur de cette perte-là, de cette trouvaille première de la lecture, de sa capacité à déchiffrer une page, à contempler les ombres. C'est même plus fort que du bonheur. Il faudrait, pour être juste, parler de joie et de frayeur. La joie va toujours avec la frayeur. Les livres vont toujours avec le deuil. Après cette première fin du monde, autre chose commence. Pour beaucoup, l'ennui. Avec la lecture, tu achètes quelque chose qui pour toi n'a pas de valeur, seulement un prix, une place sur le banc de la classe, un rôle dans les bureaux ou les usines. Alors tu laisses tomber, tu lis juste ce qu'il faut, par obligation. Plus de joie là-dedans, pas non plus de plaisir. Rien que de l'obéissance, ce qu'il faut d'obéissance pour aller jusqu'à la fin des études, aux portes du désert. Après, tu ne lis rien, même pas le journal. Tu fais partie de ces gens qui n'ont pas un seul livre dans leur maison. Ces gens-là, un vrai mystère pour les écrivains. Ces maisons sous les sables, ces vies où rien ne peut entrer, ni le diable, ni les livres. Parfois, un dictionnaire, une encyclopédie vendue par un représentant plus malin que les autres. Mais on ne le lira pas, c'est pour les enfants, pour le futur, pour les mauvais jours. C'est comme un meuble un peu étrange, pas en chêne ou en pin, un petit meuble de 20 volumes papier, payé par traite. On n'y touchera pas. Parfois aussi, il se passe quelque chose, pour quelques-uns, moins nombreux, bien moins nombreux. Ceux-là sont les lecteurs. Ils commencent leur carrière à l'âge où les autres abandonnent la leur, vers 8-9 ans. Ils se lancent dans la lecture, et bientôt n'en finissent plus, découvrent avec joie que c'est sans fin. Avec joie et frayeur. Ils s'en tiennent au début, à la première expérience, elle est indépassable. Ils liront jusqu'au soir de leur vie, en s'en tenant toujours là, au bord de la première découverte, celle de la solitude, solitude des langues, solitude des âmes. Avec ravissement, ils quittent le monde pour aller vers cette solitude. Et plus ils avancent, et plus elle se creuse, et plus ils lisent, et moins ils savent. Ces gens-là sont ceux qui font vivre les écrivains, les libraires, les éditeurs, les imprimeurs. Les grands livres, les mauvais livres, les journaux, tout est bon à qui aime lire, tout est nourriture à l'affamé. D'un côté, ceux qui ne lisent jamais, de l'autre, ceux qui ne font plus que lire. Il y a bien des frontières entre les gens. L'argent, par exemple. Cette frontière-là, entre les lecteurs et les autres, est plus fermée encore que celle de l'argent. Celui qui est sans argent manque de tout. Celui qui est sans lecture manque du manque. La muraille entre les riches et les pauvres est visible. Elle peut se déplacer ou s'effondrer par endroits. La muraille entre les lecteurs et les autres est bien plus enfoncée dans la terre, sous les visages. Il y a des riches qui ne touchent aucun livre. Il y a des pauvres qui sont mangés par la passion de lire. Où sont les pauvres, où sont les riches? Où sont les morts, où sont les vivants? C'est impossible à dire. Ceux qui ne lisent jamais forment un peuple taciturne. Les objets leur tiennent lieu de mots, les voitures avec sièges en cuir quand il y a de l'argent, les bibelots sur les napperons quand il n'y en a pas. Dans la lecture, on quitte sa vie. On l'échange contre l'esprit du songe, la flamme du vent. Une vie sans lecture est une vie que l'on ne quitte jamais. Une vie entassée, étouffée de tout ce qu'elle retient, comme dans ces histoires du journal quand on force les portes d'une maison envahie jusqu'au plafond par les ordures. Il y a la main blanche de ceux qui ont pour eux l'argent,
il y a la main fine de ceux qui ont pour eux le songe, et il y a tous ceux qui n'ont pas de main, privés d'or, privés d'encre. C'est pour ça qu'on écrit. Ce ne peut être que pour ça, et quand c'est pour autre chose, c'est sans intérêt. Pour aller des uns vers les autres, pour en finir avec le morcellement du monde, pour en finir avec le système des castes, et enfin toucher aux intouchables. Pour offrir un livre à ceux qui ne le liront jamais. Lire, lire et toujours lire. C'est pour la lecture que les ambassadeurs du CDI se retrouvent. Et ils n'hésitent pas à inviter tous ceux qui acceptent de se joindre à eux. Venez nombreux au CDI et vous serez surpris de découvrir qu'il y en a pour tous les goûts. Un grand merci à Léo qui a prêté sa voix pour la lecture du texte de Christian Bobin. Merci aux organisatrices de la soirée du CDI, à toutes celles et ceux qui y ont participé, et merci à Andrea, ambassadeur de Terminal, qui a accompagné les lectures des nouvelles à la guitare. Merci à Adélaïde en 6e qui s'est prise au jeu du podcast et relaie Anaël pour les textes de présentation, à Judith Beaufils pour la réalisation et à l'école alsacienne pour la diffusion. Retrouvons-nous bientôt pour de nouvelles lectures.